Aujourd'hui, dans votre édition des locales, c'est un enfant du pays qui a attrapé le virus de la préhistoire. Rencontre en Dordogne avec le référent de la grotte Lascaux 4. À l'occasion de la fête des Lumières à Lyon, le parc Mini World propose une rétrospective de ses meilleures illuminations. Mais avant cela, mouvement de colère chez les pompiers du Havre qui dénoncent des conditions de travail de plus en plus éprouvantes. Certains ont accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Pompiers usés, en sous-effectif et en colère. Les soldats du feu expriment leur ras-le-bol sur les façades des casernes. Certains osent même braver le devoir de réserve pour témoigner. On est vraiment aujourd'hui épuisés, à bout de subir trop d'interventions, le manque d'effectifs, des gens qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus d'agressions et de ne pas être reconnus, quoi, si vous voulez. Un malaise au travail qui affecte aussi la santé de certains d'entre eux. C'est un besoin de voir certains psychologues pour certains, c'est d'avoir recours à des psychotropes, des médicaments, voilà, c'est comme ça. Manque de reconnaissance, stagnation des carrières. Au Havre, la situation est tendue. Les pompiers ont créé des collectifs indépendants des syndicats, comme les policiers il y a quelques semaines. Un mouvement de colère qui prend de l'ampleur. Le 24 novembre dernier, 1 millier de sapeurs-pompiers manifestaient à Paris contre leurs conditions de travail dégradées. Sur cette caserne, par exemple, du Havre-Coquilloville, il y a plus de 30% d'intervention en plus. Les effectifs, il y a 2 ans et demi, c'était à peu près 16 à 20 pompiers professionnels ici. Aujourd'hui, on est 12 maximum. Et des fois, on arrive à être 10. C'est complètement insupportable. Des tensions exacerbées, selon le syndicat havrais, par l'absence de dialogue avec la direction. De dire qu'il n'y a pas de dialogue social, c'est pas vrai. De dire que les sapeurs-pompiers ne sont pas écoutés, c'est pas vrai. Il y a une énorme synergie qui est mise en œuvre à tous les niveaux de la hiérarchie pour répondre aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais encore une fois, on ne peut pas tout faire en un jour, c'est pas possible. Le directeur adjoint des sapeurs-pompiers doit recevoir les syndicats. À l'approche de Noël, nombreux sont ceux qui ont déjà choisi leur sapin. En Dordogne, les producteurs d'Épicéa et de Nordman sont en plein rush. Une exploitation prévoit de vendre 35 000 conifères en moins de 2 mois. Quand Noël approche, ce n'est jamais bon pour les sapins. Sur cette parcelle, Épicéa grandissent et surtout Nordman vivent leurs derniers instants en terre. Pour les cultiver, les sols du nord du département, proches du Limousin, sont ceux qui conviennent le mieux. Ce qu'il faut, c'est un terrain sableux, bien drainé. Il ne faut pas de terrain argileux et il ne faut pas de terrain calcaire, surtout pas. Terrain calcaire, l'épicéa ne pousse pas, ni le norman. On les coupe entre 6 et 8 ans, suivant la taille du sapin. Si c'est un petit sapin à 6 ans, comme ceux-là, si on les coupe, ils ont 6 ans. Et pour avoir un sapin d'1,50 m, 2 mètres, il faut 8 ans. Emballés sur le champ par les saisonniers qui profitent d'1 mois et demi de travail, les sapins collectés sont ensachés, prêts à être livrés. L'autre partie de l'équipe prépare alors les palettes grâce à cette machine. Des milliers de sapins vont ainsi être distribués aux 4 coins de la Nouvelle-Aquitaine et les prix cette année restent raisonnables. Ça va de 4,50 à 20-25 les sapins classiques. Et après, dans les plus grands, bien sûr, il y a d'autres prix. Association de 2 producteurs, cette petite entreprise joue son chiffre d'affaires sur cette courte période. 35 000 sapins devraient être vendus pour Noël. Nous restons en Dordogne où à 8 jours de l'ouverture de la grotte Lascaux 4, rencontre avec le référent préhistoire du prochain centre international de l'art pariétal. Cet enfant du pays est également l'auteur d'un ouvrage consacré à cette aventure unique. Sur les berges de la Vézère à Montignac, Denis Taux, l'enfant du pays, a l'esprit ailleurs. Ses pensées le portent non loin d'ici, à Lascaux 2, un site où il a officié comme guide il y a 30 ans et qu'il n'a plus jamais quitté. Ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, beaucoup de souvenirs. Quand on arrive dans Lascaux, on est confronté d'emblée à une pluie de peinture, donc c'est déjà un choc émotionnel. En plus, c'est très esthétique.
Le virus de la préhistoire, Denis Tox l'attrape à 23 ans. Après une courte formation dans le tourisme, il étudie sans relâche afin d'obtenir son diplôme de préhistorien auprès du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ses recherches se concentrent notamment sur les signes quadrangulaires. Dans Lascaux, il y en a une quarantaine. Dans des variations morphologiques extraordinaires, il n'y a pas 2 signes qui se répètent de façon identique, comme s'ils avaient chacun leur valeur propre. Et parce que ces signes sont limités dans le temps et dans l'espace, si vous voulez, eh bien les préhistoriens pensent à un marqueur de groupe, à un indicateur culturel. De son adoration pour la chapelle Sixtine préhistorique est née la grande histoire de Lascaux. De la découverte de la grotte en 1940 à la création de Lascaux 4, en passant par l'ouverture du fac-similé en 1983, l'ouvrage est une véritable mine iconographique. Lascaux est la grotte la plus densément ornée de tout l'art paléolithique. On décompte pas moins de 2000 unités graphiques. L'aventure préhistorique continue pour Denis Tox, aujourd'hui référent préhistoire et formateur des médiateurs de Lascaux 4. Tout dernier préparatif avant le coup d'envoi demain à Lyon de la Fête des Lumières. Dans les ateliers du parc Mini World, on s'active pour terminer la rétrospective en miniature des plus belles illuminations des monuments emblématiques de la ville. À la vitesse de la lumière, pour le 8 décembre, remontez le temps. Celui que vous n'avez peut-être pas eu lors des précédentes Fêtes des Lumières, rattrapez-le au cours d'une rétrospective. Un retour sur les illuminations des monuments les plus emblématiques de Lyon. Tout est presque prêt. Cela se passe dans les ateliers du parc de miniature Mini World, une idée à laquelle tous les artistes sollicités ont adhéré. C'est exactement la même chose qu'en grand, si ce n'est qu'on n'utilise pas les mêmes matériels. On est en contact direct avec les artistes des années précédentes, qui nous ont donné leurs fichiers qu'ils ont utilisés sur les façades. Et à partir de ces fichiers-là, on les réadapte, on les replaque sur nos façades à nous pour reproduire leur œuvre à l'identique. Toutes les maquettes sont à l'échelle 1/87e, sauf la basilique de Fourvière, la plus imposante. Au 125e, elle a nécessité 2 mois de travail à temps plein pour une des illuminations phares de son histoire, la boule à facettes, un défi hier comme aujourd'hui. C'est pas évident parce que dans la réalité, les projecteurs étaient loin, il y avait un faisceau très étroit, ce qui est très difficile à reproduire en miniature. On va essayer de trouver une autre solution, avec des LED ou autre chose. Mais ça va le faire.